nous a rejoint sur ce plateau, donc député des Yvelines de La République En Marche. Merci d'être là ce soir. Je vais vous reposer la même question qu'à votre voisin qui a évité la réponse sur lorsque Emmanuel Macron dit il souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. On a le sentiment qu'il avait déjà fait ça en 2017 en tendant la main à la droite. Là, ça veut dire quoi qu'il tend la main à qui ? Je crois déjà qu'on est en effet dans une nouvelle campagne à partir du moment où s'ouvre le second tour. Donc on a deux projets très clairs qui vont devoir s'affronter. Et en vérité, on a peu entendu Marine Le Pen parler de son projet. Et on l'a peu interrogée d'ailleurs sur son projet. On ne sait pas quelles sont les propositions clés qu'elle porte. Elle est en effet dans une dissimulation notamment sur les questions européennes. On n'a pas très bien compris. Elle écrit dans son projet qu'elle est pour l'Europe des nations, sous-entendant qu'elle voudrait donc peut-être sortir de l'Union européenne, que la Russie demain peut à nouveau être un allié dès que la guerre en Ukraine serait finie. Moi je pense que les simples propos qu'elle a eus et l'attitude qui était la sienne devraient la disqualifier. Sur l'unité nationale. Mais c'est pas seulement l'unité nationale. Il parle. Attendez, une seconde s'il vous plaît, Monsieur Garot. C'est pas seulement l'unité nationale, c'est quand il dit, il appelle à créer un mouvement. Là, est-ce qu'il a pris tout le monde de court ? Au fond, peut-être vous pouvez le dire. Non, moi-même, je ne sais pas trop bien de quoi il parle. Depuis 2017, nous incarnons, et je crois que c'est aussi ce que les Français ont exprimé ce soir. Mais si c'est juste toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, finalement, c'est un poncif. Non, est-ce que c'est autre chose ? Mais c'est pas ce qu'on incarne et ce qu'on porte depuis 2017, c'est pas un poncif. Sinon, les Français nous auraient pas aujourd'hui mis en tête du premier tour de l'élection présidentielle, avec la possibilité que le président de la République soit réélu, ce qui n'est jamais arrivé à un président de la République sortant hors cohabitation. Donc, c'est un fait politique majeur ce qui est en train de se passer. Et ce qu'on dit depuis la création de la République En Marche et cette alliance qui a été portée avec le MoDem notamment, c'est que la recomposition politique, elle ne s'est pas arrêtée en 2017 et qu'elle se poursuit. Et là, ce qui a été très marquant dans cette campagne, c'est qu'Emmanuel Macron, il a continué à élargir, il a continué à accueillir autour de lui des personnes qui n'avaient pas voté pour lui en 2017, là où tous les autres, en général, ont vu plutôt des hommes ou des femmes les quitter, rejoindre d'autres formations politiques, se restreindre, se rabougrir. Nous, au contraire, on doit continuer à s'élargir. Donc oui, si on veut demain, le 24 avril prochain, gagner l'élection présidentielle et gagner l'élection législative, on ouvre déjà on ouvre à la France Insoumise, on ouvre à toutes celles et ceux à Marine Le Pen qui est à 23. On ouvre à toutes celles et ceux qui portent un projet qui est cohérent avec le nôtre, c'est-à-dire un projet authentiquement républicain, laïque, européen, libéral, qui est très clair aussi sur les enjeux écologiques, ce qui n'est évidemment pas le cas, et c'est une différence majeure qui nous sépare avec Marine Le Pen sur ces enjeux-là. Donc toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans le projet que nous portons sont évidemment les bienvenus pour le porter à nos côtés, comme depuis 2017. Pierre Jacquemin nous a rejoint sur ce plateau. Pierre Jacquemin, est-ce qu'on voit aujourd'hui avec un Emmanuel Macron à 28,4 et à une Marine... 28, ça change, et une Marine Le Pen à 23, 23,2 est-ce que c'est toujours ces deux France qui se percutent dans le fond, la France des heureux, on va dire, la France de la mondialisation et la France en colère, la France populiste en quelque sorte? Je dirais même qu'il y a trois France aujourd'hui qui sont qui se dessinent à l'issue de ce scrutin. C'est trois France qui se dessinent en plus avec à chaque fois à la tête une espèce de vote utile. On l'a vu, il y a le vote utile à gauche, il a été pleinement dirigé à la faveur de Jean-Luc Mélenchon qui a siphonné les voix de la gauche. Il y a un deuxième bloc qui serait le bloc de la droite incarné par Emmanuel Macron, et le vote utile Emmanuel Macron a fonctionné à plein. Et puis le vote d'extrême droite, en tout cas le bloc d'extrême droite, qui lui aussi fonctionne à plein du côté de Marine Le Pen. Donc il y a trois blocs aujourd'hui avec un score tout à fait honorable de Jean-Luc Mélenchon qui fait à peu près, qui stabilise à peu près son résultat. Je trouve que vous mettez dans le bloc populiste, Jean-Luc Non, Mélenchon? je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon soit un populiste. Il avait fait en 2017 une campagne populiste, alors qu'on avait dit ça, alors qu'il avait fait une campagne classiquement de gauche. Je trouve qu'il a mené cette fois-ci une campagne classiquement de gauche, avec, Aurore Bergé a raison de le souligner, des partenaires en moins qui, sans doute, s'il avait réussi à les réunir, serait-il passé devant Marine Le Pen dans cette élection? C'est sans doute là où va commencer justement peut-être des discussions et peut-être même beaucoup de heurts à gauche. Une dernière chose sur ce qui a été dit par Aurore Bergé aussi. Je regrette peut-être que le message du président de la République ce soir semblait pas préparé ou peu préparé. J'ai trouvé peu de fond et de contenu dans son discours. Il avait vocation à tendre la main, il l'a fait, mais tendre la main sur quelle base, sur quel contenu? Il y a un tiers des électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et il n'y a pas un message qui s'adresse à l'électorat de gauche qui est totalement opposé
notamment à la réforme des retraites, totalement opposé à la réforme sur le RSA, totalement opposé à la réforme du chômage, qui sont des réformes qui vont droit au cœur aux Français qui ont été la cible de Emmanuel Macron. Et je trouve qu'il n'a pas apporté de réponse à cela. Et il aurait dû, s'il veut faire le plein des voix au second tour, pour battre l'extrême droite, envoyer des signaux ce soir, ce qu'il n'a pas fait. Merci Pierre Jacquemin. On va rejoindre Manon Aubry, qui est eurodéputée La France Insoumise, qui est, je crois, au QG de Jean-Luc Mélenchon. Manon Aubry, dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir? Est-ce que c'est la frustration qui domine parce que finalement Jean-Luc Mélenchon est à nouveau le troisième homme, mais ça ne suffit pas d'être le troisième homme, ou est-ce que vous retenez qu'il est aujourd'hui, d'une certaine manière, le leader incontestable de la gauche? Vous savez, c'est d'abord un sentiment de fierté, d'espoir qui nous habite ce soir. On a commencé cette campagne présidentielle, on était autour de 7 à 8% dans les sondages. On termine ce soir à plus de 20, 21% peut-être. Les chiffres sont encore en train de s'affiner. Et c'est de l'espoir, de l'enthousiasme qui se sont levés dans notre pays pendant les derniers mois. La démonstration aussi que ça sert de faire campagne, qu'on est allé convaincre des gens sur un programme, sur un projet, sur un collectif, sur des idées, sur un meilleur partage des richesses, sur la 6ème République, sur la planification écologique. Et que ce qui s'est levé pour ce premier tour de cette élection présidentielle ne va pas retomber du jour au lendemain, parce qu'aujourd'hui, ce qui est clair dans notre pays, c'est qu'il y a 3 blocs. Un bloc de droite, un bloc d'extrême droite, et puis un bloc que nous incarnons, qui est le bloc de gauche, le bloc populaire, qui s'est construit sur les mobilisations de climat, sur les classes populaires dans les banlieues, sur les départements d'outre-mer aussi, qui se sont très fortement mobilisés en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Aubry, comment avez-vous compris, Manon Aubry, cet appel à l'unité, cet appel à la création d'un mouvement, Emmanuel Macron, qui a voulu en quelque sorte tendre la main à tout le monde ce soir? Je crois que pour Emmanuel Macron, c'est son scénario idéal qui se déroule. Il est aujourd'hui face à Marine Le Pen et il va nous refaire le coup de c'est moi ou le chaos. Et je veux quand même, vous savez, tirer un petit peu les responsabilités d'Emmanuel Macron aujourd'hui dans la force que représente l'extrême droite dans notre pays, parce que je pense qu'Emmanuel Macron a déroulé le tapis rouge à l'extrême droite, qu'il a banalisé certains discours d'extrême droite, que certaines lois nous ont fait du mal, comme la loi sur les séparatismes, et qu'en plus de cela, il s'en est pris systématiquement ces 5 dernières années aux classes populaires, en leur faisant les poches, notamment avec la réforme de l'assurance chômage, avec la baisse des APL. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron a une responsabilité, celle de faire en sorte que Marine Le Pen ne l'emporte pas au second tour de cette élection présidentielle, mais celle aussi d'arrêter d'installer dans notre pays une extrême droite qui est beaucoup trop fort et qui est manifestement un adversaire confortable pour Emmanuel Macron, mais qui, je crois et je le crains, ne le sera pas pour encore très longtemps. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen va aller à la pêche à vos électeurs ? Je crois qu'elle a déjà commencé, pour être honnête, en faisant cet appel du pied à peine voilé, y compris en masquant quelles ont été ses positions jusqu'à présent, qui a été notamment de repousser l'âge de départ à la retraite. Et je veux le dire aux gens, Marine Le Pen, c'est une arnaque sociale et qu'il faut gratter le vernis, mais qu'elle n'a jamais été pour une meilleure redistribution des richesses, elle n'a jamais été pour l'augmentation du salaire minimum, elle n'a jamais été pour le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Mais en plus de cela, elle est un danger pour nos libertés fondamentales, elle est un danger pour les communautés LGBT, elle est un danger pour les personnes racisées de notre pays. Et on l'a vu, Marine Le Pen, c'est Trump, c'est Bolsonaro, c'est Viktor Orban. On a vu ce que ça donnait dans d'autres pays. Donc nous, on sera là pour rappeler à quel point cette extrême droite nous fait peur et elle est un danger pour notre pays. Manon Aubry, est-ce que ce sera la dernière campagne de Jean-Luc Mélenchon présidentielle? Vous aurez l'occasion de lui demander. Je crois que ce n'est pas la question essentielle de ce soir. La question essentielle de ce soir, c'est d'abord comment on construit sur ce mouvement de gauche qui est fort et qui est puissant et qui résiste en France. Et comment on continue à construire aussi autour d'un collectif. Parce que c'est ce que Jean-Luc Mélenchon a réussi à construire ces dernières années. J'en suis une des modestes représentantes des élus comme moi qui ont une trentaine d'années
et qui seront demain les premiers opposants à qui que ce soit qui sera élu d'ailleurs pour ce second tour de l'élection présidentielle. Et il a souvent coutume de dire qu'avec nous, vous en prenez encore pour 30 ans. Donc comptez sur nous pour continuer à être là aussi longtemps qu'il le faudra pour construire une alternative sociale et écologique dans notre pays. Merci Manon Aubry. Jean-Paul Garot, aujourd'hui, Marine Le Pen, donc, alors qu'il réalise 23,4%, hein, c'est la dernière estimation, mais avec un Zemmour à 7% et une Valérie Pécresse à 4,8%, les réserves de voix de Marine Le Pen ne sont pas énormes. Est-ce que ce n'est pas un scénario quand même un peu moins favorable que celui que vous n'espériez ? De toute façon, il n'y a rien d'arithmétique dans tout ça. Non, mais enfin, les chiffres comptent quand même. Oui, bien sûr, si vous posiez la question à Valérie Pécresse, je comprends. Mais là, on est dans un ordre de grandeur qui n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que tout peut arriver. Donc, si vous voulez, alors je comprends bien la tactique de l'autre côté, c'est de dire que nous sommes d'extrême droite, à chercher à faire peur, etc. Moi, je suis magistrat, j'ai fait toute ma carrière dans la magistrature, j'ai été à l'UMP, j'ai porté de nombreux textes, je n'ai jamais changé d'idée et je suis naturellement là où je suis aujourd'hui. Et je souhaiterais d'ailleurs lancer un appel à tous les électeurs qui, évidemment, ne se retrouvent pas dans le score de Valérie Pécresse et dans le mouvement qui est celui des LR, voilà. Et pas uniquement eux, parce qu'en fait, qu'ils suivent l'exemple de gens qui ont pris une certaine responsabilité et qui ont eu le courage d'aller au bout de leurs idées, comme j'ai pu le faire. Voilà, tout simplement. Alors, si vous voulez, le président Macron ne va pas pouvoir nous faire le coup du grand débat. Il lui reste que 15 jours parce que le grand débat, les consultations, enfin tout ce qui nous a fait un certain verbiage. Non, là, il va devoir quand même nous expliquer comment il se fait que la France se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Dans cette situation sociale, économique, je ne reprends pas les gilets jaunes, je ne reprends pas tout ceci. Non, mais vous pouvez reprendre également, les chiffres aujourd'hui du chômage, de la croissance, de la création d'emplois. Dans un domaine que je connais un peu mieux, c'est le domaine, bien entendu, de la sécurité, de la délinquance et du terrorisme, sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi, sur lequel nous avons des propositions. Vous indiquez que vous faites un tableau évidemment très caricatural. Je crois justement que Marine Le Pen est complètement sortie des caricatures. Tout ce que vous dites est complètement, si vous voulez, ne marche plus. Tout ce qu'a dit Madame Aubry aussi, ça ne marche plus. On n'est pas d'extrême droite, on est simplement pour la France et on veut faire en sorte que ce pays se redresse. Oui, mais l'alliance militaire avec la Russie, elle était écrite noir sur blanc. Mais ne vous inquiétez pas, calmez-vous, je veux dire, ne cherchez pas. Très calme. Je sais, mais simplement, vous voulez quoi ? Qu'on soit Poutine, etc. Mais non, mais que vous disiez clairement qui vous êtes. Ça ne marche plus, tout ça. Vous disiez clairement aux Français qui vous êtes. Franchement. Alors, simplement, est-ce que ce qui est écrit dans votre programme, simplement, ce que je veux dire, c'est donc ce que vous portez ou pas ? Le programme que nous avons en ce qui concerne l'Europe, c'est un programme d'Europe des nations. Vous le savez parfaitement. Donc de sortie de l'Union européenne ? Si vous ne le savez pas, l'Union européenne aujourd'hui n'est pas l'Europe des nations. Alors, il y a une information qui va vous intéresser, Monsieur Garot. Il y a une information qui va vous intéresser, Roselyne. Oui, c'est les estimations pour le second tour de notre sondeur Ipsos Prasteri en partenariat avec RFI, France 2 et France Inter. Voilà, 54% pour Emmanuel Macron donc au second tour, donc il remporte l'élection, 46% pour Marine. Il l'emporterait bien sûr au conditionnel puisque c'est un sondage. Voilà peut-être une réaction, Aurore Berger. Ce qui est certain, c'est que rien n'est joué. Ça, on le dit depuis le début de cette campagne électorale. Ce qui est certain. Vous le pensez aussi, vraiment ou c'est juste un propos pour mobiliser ? Non, on le pense très sincèrement. Ouais. On le pense très sincèrement, sinon on ne serait pas là ce soir et on ne serait pas aussi présent sur le terrain. Comment vous expliquez c'est important de savoir comment vous expliquez qu'il perd 10 points Emmanuel Macron par rapport à 2017. 66% contre 64% de second tour de l'élection présidentielle. Non mais c'est bien parfois de faire des autocritiques quand même parce que la République marche progressée. Je vais juste finir. Non pardon, je vous parle du second tour. Je parle d'une estimation de second tour. C'est bien de pouvoir être clair et de pouvoir essayer de faire une autocritique de vous-même sur les responsabilités qui ont été les vôtres sur l'augmentation du Front National et de l'extrême droite. Deux choses. Déjà, on va parler du réel. Le réel, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est en tête du premier tour et qu'il augmente son score par rapport à 2017. Et ensuite, on va parler du conditionnel. Et aujourd'hui, nous n'avons que des estimations sur le second tour. Et notre responsabilité, nous, dans la majorité présidentielle, c'est de faire en sorte que ce score soit le plus haut possible. Et que toutes celles et ceux qui veulent faire barrage à l'extrême droite se mobilisent à nos côtés. Ce qui est certain, c'est que sur les 12 candidats sur le premier tour, 11 candidats ont passé tout leur temps de parole à ne parler que d'Emmanuel Macron, à ne faire
que critiquer le président de la République? Quand se sont-ils mobilisés contre l'extrême droite? Quand les a-t-on vus sur le terrain? On peut vous en parler dans les Yvelines. Je n'ai jamais vu le Front National ou le Rassemblement National sur le terrain, mais je n'ai pas vu les autres partis. Vous n'avez pas fait campagne, donc vous n'avez pas fait campagne. Vous n'avez pas fait campagne. Vous n'avez pas fait campagne. Vous voulez savoir le nombre de réunions publiques que nous avons faites? C'est faux de dire que les candidats ont passé leur temps à parler d'Emmanuel Macron. C'est la vérité. Au contraire, regardez non. D'abord, je ne le crois pas, mais juste, pardon, Aurore Berger, mais pourquoi zéro part de mea culpa de votre part sur la responsabilité qui est la vôtre, qui est au gouvernement depuis 2017? Emmanuel Macron s'est fait hier en étant le rempart. Il a dit après moi, il n'y aura plus d'extrême droite. Et aujourd'hui, vous avez vu l'écart qui se réduit? Monsieur Jacquemin, qui d'autre aujourd'hui est en capacité de battre Marine Le Pen? Qui d'autre? J'espère que ce sera vous dans ce deuxième tour, mais faites la démonstration quand même que vous êtes en capacité de plus que tendre la main, mais de faire des compromis sur votre projet politique. Personne en 2017, et pas plus aujourd'hui en 2022, n'est en capacité, à part Emmanuel Macron, de battre Marine Le Pen et de battre l'extrême droite. Donc, pour que les gens votent pour vous. Est-ce que vous êtes en capacité de faire des compromis politiques pour que les gens votent pour vous? C'est une question concrète. Les gens sont prêts à aller voter pour vous. La gauche est prête à aller voter pour vous. Est-ce qu'elle est capable de voter pour vous parce que vous allez faire des compromis politiques? C'est important de répondre aux électeurs de gauche. Je vais essayer de finir une argumentation, si c'est possible, de ne pas être interrompu en permanence. C'est bien que vous répondiez à ma question. Mais c'est pas vous qui posez les questions ici, c'est les deux journalistes qui sont présents. Il est aussi journaliste. Oui, très bien. A priori, il y a deux personnes qui animent ce débat, pas vous. C'est intéressant que vous ne répondiez pas à ça. Mais je ne réponds pas à quoi? Attendez. L'électorat de gauche, il a besoin d'entendre des choses. L'électorat de gauche. On ne va pas faire juste un duel Aurore Berger, Pierre Jacquemin. Très rapidement, parce qu'il faut qu'on donne la parole aussi à Jean-Noël Barrot. Avec plaisir. Je finis juste là-dessus. Je n'accepte pas l'argument qui est de dire que nous serions un marchepied à l'extrême droite. Nous avons 11 candidats qui ont passé leur temps au premier tour à ne jamais débusquer le programme de l'extrême droite, alors que nous l'avons fait de manière systématique. Nous sommes les seuls, aujourd'hui, comme en 2017, à être en capacité de faire barrage à l'extrême droite. Nous sommes les seuls à porter un projet équilibré. Vous voulez qu'on parle aux électeurs de gauche? On a entendu. Les mesures extrêmement puissantes de réindexation des retraites sur l'inflation, ça c'est un enjeu majeur de pouvoir d'achat pour nos retraités. De retraite minimale à 900 €, c'est un enjeu majeur aussi. Et c'est peut-être aussi là qu'on peut comprendre le propos d'Emmanuel Macron ce soir, mais pour revenir au fond sur ce qu'évoquait Pierre Jacquemin il y a un instant, 66-34 lors de la présidentielle 2007, 66 pour Emmanuel Macron, 34 pour Marine Le Pen. Là, en effet, ça n'est qu'une estimation, mais ça serait de l'ordre de 10 points de moins, 54-46. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut gouverner, diriger la France de la même manière, après une victoire dans ce cadre-là, dans ce score-là, qu'il ne l'a fait avec le score de 2017? Ou est-ce qu'il faut qu'il tire des leçons, qu'il entende un message? Aurore Berger l'a rappelé tout à l'heure, Emmanuel Macron a fait du dépassement sa méthode politique. Et il a gouverné avec des premiers ministres, avec des membres du gouvernement qui n'étaient pas issus de sa famille politique. Ensuite, j'entends cette petite musique qui aurait l'air de dire Emmanuel Macron ne parle pas à la gauche et il ne cherche pas à tendre la main, etc. Il faut quand même rappeler. Vous avez des figures majeures. Vous avez des figures majeures de la gauche qui ont rejoint Emmanuel Macron avant le premier tour. Vous en avez un certain nombre ce soir et reconnaissent aussi, et il le faut le reconnaître, dans le bilan comme dans le projet d'Emmanuel Macron, des conquêtes sociales majeures. C'est du compromis. C'est la clarté politique. Alors, vous avez raison, c'est la clarté politique. Attendez, vous voulez battre l'extrême droite. On ne renie pas un projet politique. Sinon, on n'est pas en capacité de gouverner le pays. On va écouter Anne Hidalgo. Donc, ce soir, Anne Hidalgo qui a fait 2,1%. Oui, un petit peu moins même, je crois. Ça a été corrigé à la baisse. Je sais combien vous êtes déçus ce soir et nous tirerons bien sûr ensemble tous les bilans de façon objective. Mais vous savez que nous ne baissons jamais, que je ne baisse jamais les bras. Alors, parce que c'est l'engagement de toute ma vie pour la République et pour que la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous, je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron. On va se rendre au QG de Marine Le Pen avec chez Anne Hidalgo avec Julien Sauvaget. Julien, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Oui. Anne Hidalgo, oui, donc bonsoir. 1,7, c'est un échec historique pour le Parti socialiste.
Oui, ici c'est clairement une claque, hein, mais c'est une claque qui était attendue. Quand Anne Hidalgo est montée sur scène, elle a été fortement appuyée par les quelques militants, les rares militants qui étaient venus ce soir. Ils tenaient en fait à la remercier d'avoir tenu jusqu'au bout. Et c'est donc une Anne Hidalgo, hein, vous avez peut-être compris, combattante qui est venue sur scène. Et elle a surtout, dans ce discours, voulu annoncer la refonte de la gauche, des gauches. Mais attention, elle n'a pas parlé d'une refonte du Parti socialiste, mais bien des gauches. Et ça, c'est une petite différence qu'il faut bien noter. Cette refonte, elle souhaite y inclure la société civile, elle souhaite y inclure les écologistes, les communistes. Stéphane Troussel, le président de la région Seine-Saint-Denis du Parti socialiste, a lui indiqué qu'il voulait même que ce grand rassemblement de la gauche qui avait sonné se fasse aussi avec la France insoumise. Alors côté militant, bien sûr, il y avait de la déception, mais ici, il y avait quand même aussi de l'espoir qui reste encore sur les législatives, car ils ont tenu à nous le rappeler, que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, eh bien, ils ne disposent pas d'autant de maillage d'élus locaux que n'en dispose toujours ou encore aujourd'hui le Parti socialiste. Ils nous ont donc assuré ici qu'ils seraient bien présents aux législatives. Reste à savoir en fait si ce sera sous le nom de Parti socialiste ou sous un nouveau nom, une nouvelle étiquette qui regrouperait toutes ces gauches auxquelles Anne Hidalgo ce soir a appelé. Ouais. Merci. Je signale que Sandra Régol nous a rejoint. On vous donnera la parole dans quelques instants pour Yannick Jadot, enfin pour Europe Écologie Les Verts. Mais d'abord, on va faire un détour par le quartier général de Marine Le Pen où on va retrouver Julien Chavannes. Julien ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'ambiance est-elle à la fête ou est-ce qu'on tempère ? Parce que finalement, il semble tout de même que l'écart se creuse depuis le début des estimations en faveur d'Emmanuel Macron. C'est vrai que certains lieutenants de Marine Le Pen rêvaient d'être au coude à coude avec le chef de l'État sortant ou même de le dépasser. Alors c'est vrai, Marine Le Pen, elle fait un peu mieux qu'en 2017, mais Emmanuel Macron, il reste à une longueur d'avance. Donc, second tour plus compliqué que prévu, même si l'essentiel est là, Marine Le Pen est qualifiée. Dans sa prise de parole, le message a été clair. C'est une soirée un peu où tout le monde tend la main. Alors pas aux mêmes personnes évidemment. Marine Le Pen, elle s'adresse à tous ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, les électeurs d'Éric Zemmour évidemment, de Valérie Pécresse chez les Républicains, mais aussi ceux de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Elle vise clairement un électorat de classe populaire de gauche et elle va accentuer sa campagne à venir sur les retraites, sur le RSA pour tenter de se différencier d'Emmanuel Macron. Alors oui, vous le disiez, c'est vrai, c'est pas le score espéré, mais il ne faut pas oublier que Marine Le Pen revient de loin. En novembre dernier, on ne l'a donnée plus gagnante au premier tour face à la menace Éric Zemmour. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un lointain souvenir. Elle peut désormais d'ailleurs compter sur ses voix. Il a appelé à voter pour elle. Ici, le champagne cuvée Marine, présidente, a coulé à flot. La soirée se termine doucement. La campagne, le plan de l'entre-deux tours est déjà connu. Réunion au QG demain, des médias, des déplacements annoncés au dernier moment en mode commando, 2 meetings, 1 par semaine. Et puis évidemment, ce débat de l'entre-deux tours, vous vous souvenez du traumatisme de 2017 ? Eh bien là, Marine Le Pen a retenu la leçon. Elle a prévu de prendre un peu de repos avant cette grande confrontation tant attendue pour elle. Merci beaucoup Julien. Et on vous donne ce sondage pour le second tour. Avec ce chiffre, Emmanuel Macron l'emporterait avec 54%. Marine Le Pen, elle, serait à 46%. Voilà, je vous propose d'écouter Valérie Pécresse. C'était tôt dans la soirée, avec un score de Valérie Pécresse de 4,8%. On l'écoute. J'ai dû batailler sur 2 fronts, contre le camp du président sortant et contre celui des extrêmes. Ce soir, le réflexe du vote utile a joué à plein et le peuple de France a voté. Et son verdict s'impose à nous. Ce résultat est évidemment une déception personnelle et collective. J'assume en responsabilité toute ma part dans cette défaite. Malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait. Et l'on retrouve Karina Chabour au siège du QG de Valérie Pécresse. Donc une défaite personnelle, a dit Valérie Pécresse. Demain, ça risque d'être une journée compliquée pour les Républicains ?
Oui, absolument. Mais pour cette soirée, c'était surtout la stupeur et la consternation qui a dominé. Ce score ne reflète pas les efforts consentis pendant la campagne, affirmait le député Julien Aubert. Et c'est vrai que si c'est la troisième défaite consécutive des Républicains dans une élection présidentielle, jamais un score n'avait été aussi bas, moins de 5%, même pas de quoi se voir rembourser les frais de campagne. Et suprême humiliation, c'est plus de 2 points derrière Éric Zemmour, ce qui effectivement laisse envisager des débats extrêmement vifs sur la ligne politique à adopter par le parti, notamment en vue des législatives. Alors Valérie Pécresse, elle a réaffirmé la sienne, une ligne dite de centre droit, et elle a annoncé qu'elle voterait pour le président sortant, mais en parallèle, Éric Ciotti, qui lui incarne, disons, une ligne plus droitière sur les questions identitaires ou migratoires, eh bien, lui, il a clairement laissé entendre qu'il ne voterait pas pour Emmanuel Macron. On est clairement très très loin de l'image d'unité affichée à l'issue de la victoire surprise de Valérie Pécresse lors de la primaire des Républicains en décembre dernier. C'est le pire des scénarios, le scénario catastrophe le plus redouté qui s'est produit ce soir, à savoir le déclin des Républicains, un déclin politique mais aussi financier. Merci. Je signale que nous ont rejoint en plateau Yasmina Jaffar, qui est chroniqueuse au journal Franc-Tireur, et Jean-Frédéric Poisson, bonsoir, qui est porte-parole d'Éric Zemmour. On va se tourner vers vous dans un instant, mais d'abord Sandra Régol pour Yannick Jadot, pour Europe Écologie Les Verts, et le candidat Yannick Jadot qui donc obtient, alors on va me corriger si les choses ont évolué, mais j'en étais à 4,5% moi, lors de la dernière estimation, mais c'est vrai que ça bouge tout le temps. 4,7, voilà, me dit-on. Donc c'est tout de même un résultat assez sévère qui signifie quoi au fond? Que les Verts, on peut leur faire confiance pour les élections locales, pour diriger une collectivité, mais pas pour leur confier les rênes du pays? Alors c'est une déception, ça c'est certain, on va pas se mentir, on espérait beaucoup plus et on espérait surtout que les thématiques qui sont chères à notre candidat, à savoir la lutte pour la justice sociale et environnementale, seraient beaucoup plus évidentes, beaucoup plus mises en avant dans cette campagne et qu'elles seraient même un sujet de débat. Il n'en a rien été. Et, la faute à qui ou la faute à quoi? Une partie à nous, une partie à l'actualité, une partie à ce que vous voulez, mais je ne vais pas rejeter la faute sur les autres. Quand on a un résultat, on l'assume en tant que tel. Et c'est de son propre côté qu'il faut faire le travail de réflexion. Est-ce qu'il a eu du mal à imposer le sujet du climat? Parce qu'il y avait une sérieuse concurrence de Jean-Luc Mélenchon aussi. Les sujets qu'a imposé Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne, à la différence de la précédente, étaient des sujets beaucoup plus sociaux que climatiques, même si vous avez tout à fait raison. Il y a dans le programme de la France Insoumise beaucoup de propositions sur lesquelles nous sommes d'accord en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Après, si je reprends les ONG, les associations, les spécialistes des questions liées au climat, eh bien, j'en retiens que moins de 3% du temps d'antenne, du temps de débat, du temps d'échange, des discussions qu'il y a eu autour de cette campagne présidentielle ont tourné autour de ces questions, alors que c'est l'enjeu du siècle. C'est autour de ça que nous devons axer toutes les politiques publiques aujourd'hui. Et donc, oui, peut-être que nous n'avons pas été assez forts pour les imposer. En tout cas, j'ai une certaine fierté à voir que nous avons été les seuls à les imposer, un tout petit peu malgré tout. Alors, on va vous donner des nouvelles estimations de notre sondeur Ipsos Soprasteria, avec 27,6% pour Emmanuel Macron, 23% pour Marine Le Pen. Oui, 22,2 pour Jean-Luc Mélenchon, qui ne serait donc plus qu'à 0,8 points de Marine Le Pen. Est-ce qu'on va vivre des bouleversements, des retournements de situation dans les heures qui viennent? Il est permis de se poser la question à ce stade. Nous allons rejoindre Aurélien Duvernois, justement, au quartier général de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on est en train de se demander, Aurélien, au QG de Jean-Luc Mélenchon, si... eh bien, finalement, le numéro 3 ne pourrait pas passer numéro 2. Alors, comme vous l'entendez, cela chante derrière moi. Cela dit, je ne suis pas sûr que ça corresponde vraiment à un espoir concret de voir Jean-Luc Mélenchon repasser devant Marine Le Pen. J'ai pu croiser l'un des députés de la France Insoumise, Adrien Quatennens, tout à l'heure, et aussi le responsable de la campagne, Manuel Bompard, qui ne croyait pas quand même que Jean-Luc Mélenchon pourrait repasser devant. Mais c'est vrai que dans les chiffres que vous présentez, 0,8 points,
ça représente 250 000 voix environ. C'est très peu. Alors évidemment, la plupart des opérations de dépouillement sont terminées désormais, en particulier dans les grandes villes. Voilà, c'est quand même peu probable que ça change d'ici demain matin, mais ne sait-on jamais, hein. En effet, tout peut se passer dans une nuit électorale, mais pour l'instant, en tout cas, pas vraiment d'espoir ici, hein, que la situation change radicalement, même si évidemment il y a beaucoup d'amertume, hein, de se rendre compte que Jean-Luc Mélenchon est arrivé très près une nouvelle fois du second tour, et il y a beaucoup d'amertume aussi d'avoir manqué de voix importantes, et notamment de celle du Parti communiste, puisque le candidat Fabien Roussel recueille environ 2,5% des voix, et ces 2,5%, eh bien, ils auraient probablement permis à Jean-Luc Mélenchon d'être au second tour de l'élection présidentielle. Merci Aurélien, merci. Jean-Frédéric Poisson, il y a quelques mois de cela, Éric Zemmour était donné à 14, 15, même 16% à un moment. Il a été même donné à un moment au deuxième tour, ça a été éphémère, mais enfin c'est arrivé. Et puis finalement, il fait, alors je ne sais pas d'ailleurs là aussi si les estimations ont bougé, mais c'était 7%. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a payé finalement ce que certains ont appelé sa brutalité? Ça n'est pas impossible, mais il me semble que la réalité est brutale, au moins autant que le discours du candidat. Et ce que je crois comprendre, c'est que il y a d'abord une très grande difficulté à parler de politique dans la campagne électorale, puisque on a veillé à escamoter ce débat, en tout cas dans le mois, les 5-6 semaines qui viennent de se dérouler, premièrement. Deuxièmement, il me semble qu'il y a une certaine forme d'ambivalence chez beaucoup de Français en ce moment, qui sont inquiets de l'avenir pour énormément de raisons. Certaines sont écologiques, comme disait Mme Hergol tout à l'heure, d'autres sont sociales ou économiques, les troisièmes sont territoriales, les quatrièmes sont... Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être raisonnablement interrogatif devant l'avenir. Et ces inquiétudes n'ont pas pris le pas sur, comment dire, peut-être une volonté de maintenir un système qui a l'air réconfortant. Et je pense que c'est ce qui explique en partie le décrochage du candidat Éric Zemmour depuis grosso modo le mois de janvier, décembre, janvier de cette année. Alors, Éric Zemmour a appelé ce soir très clairement à voter Marine Le Pen. Est-ce que ce soutien s'arrêtera là, ou est-ce qu'il pourrait être actif en quelque sorte dans la campagne au deuxième tour? Ça dépendra des accords entre les deux candidats. Oui, mais c'est imaginable, parce qu'il y a eu des échanges d'amabilité assez salés, particulièrement d'ailleurs d'Éric Zemmour vers Marine Le Pen. Oui, vous savez, enfin, les échanges d'amabilité salés dans les premiers tours d'élection, ça arrive relativement. C'est un grand classique, c'est vrai. C'est assez fréquent. Oui. Et par ailleurs, les réconciliations entre les deux tours sont aussi également fréquentes. Donc il n'y a pas d'effet de surprise, cette évolution. Bon. Ce n'est pas forcément ce qui donne d'ailleurs la meilleure image de la politique. Non, ça c'est vrai, mais que voulez-vous que je vous dise? C'est une espèce de constante. C'est malheureux, mais en tout cas c'est comme ça. Ce que je crois, c'est que cette quinzaine maintenant qui nous sépare du second tour sera enfin, ça n'a pas été le cas jusqu'ici, l'occasion de faire le véritable bilan du quinquennat qui vient de s'écouler, du bilan du président de la République, de ses gouvernements et de sa majorité. Et donc, je fais partie de ceux qui souhaitent que, effectivement, les Français disposeront de suffisamment d'éléments pour choisir clairement et en toute connaissance de cause ce qui les attend pour le prochain quinquennat. Et puis, je vois que la palette extrêmement large de soutien que récupère Emmanuel Macron ce soir, il les a remerciés d'ailleurs tous avec beaucoup de ferveur et d'énergie, a un petit côté... auberge espagnole, si je peux me permettre cette ironie passagère, assez étonnante, puisque on retrouve à peu près toutes les couleurs de l'échiquier dans ses soutiens, y compris d'ailleurs des gens qui ont manifesté à l'égard du président de la République une opposition extrêmement énergique pendant 5 ans. Donc je comprends aussi que ce soir, probablement, un certain nombre de nos concitoyens ont du mal à s'y retrouver. Yasmina Jaffar, Emmanuel Macron a dit qu'il voulait tendre la main à ceux qui veulent travailler pour la France. Alors, est-ce que c'est une partie du Parti socialiste, on va dire ce qu'il reste des sociaux-démocrates? Est-ce que c'est la droite aussi encore chez les Républicains? Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Mais par action commune, en effet, je vais le dire autrement que vous, mais bien sûr, il a appelé tout le monde parce que
tout le monde a voulu que ce soit Anne Hidalgo, que ce soit M. Roussel, Valérie Pécresse à demi-mot ou Yannick Jadot. Tout le monde, tous ces gens-là ont indiqué qu'ils le soutenaient. Donc il s'adresse ainsi à tous ces électorats et donc à une grande partie de la France pour en effet pouvoir indiquer que, comme je disais précédemment, que la campagne maintenant démarre aujourd'hui, que c'est un autre moment de la campagne et qu'il faut parler à la majorité des Français. Donc l'idée tout à l'heure, c'était pas d'arriver en vainqueur. Il ne parle pas qu'à son camp. Il parle pas. Mais non, bien sûr que non. Oui, parce que la dernière fois. Concrètement, c'est quoi si dans 15 jours il emporterait l'élection? Qu'est-ce que c'est concrètement sur le papier, ça donne quoi? Sur le papier, il va falloir qu'il fasse un deuxième mandat ou un second mandat en étant peut-être pas mais ou en étant avec un droite et gauche de façon plus fédérateur, avec une vision, avec un regard. Il l'a dit tout à l'heure, une France fidèle à l'humanisme, à l'esprit des Lumières, au souffle de 1789. Il a parlé avec cette anaphore de ce qu'est son projet. Donc l'idée, c'est de rassembler aujourd'hui, parce que c'est un discours de campagne. Il peut pas. Aujourd'hui, l'idée, c'était de faire l'anti-rotonde. Donc il fallait certainement pas indiquer qu'il avait déjà gagné. Donc il était avec une forme d'humilité pour pouvoir dire à une grande partie des Français, attirés peut-être par un vote populiste ou des colères, que notre projet peut répondre à leur colère et à leur peur. Donc l'idée, c'est de préparer ces 15 jours pour que ce ne soit pas un 50-50 qui nous arrive dans 15 jours, parce que tout est possible. Et le report de voix de Marine Le Pen, et en même temps, ceux qui peuvent se dire du côté d'Emmanuel Macron, avec tous les soutiens qu'il a, puis finalement, il est au-dessus de ce que l'on imaginait, ce n'est pas la peine d'aller voter le 24. Donc c'est aussi contre ça qu'il faut lutter. Il ne faut pas que le 24 jours où les 3 zones seront en vacances scolaires, 3 zones de France en vacances scolaires, n'aillent pas voter. Voilà. Ouais, Ce n'est pas gagné du tout. On va rejoindre immédiatement Anthony Latier au quartier général d'Emmanuel Macron. Alors Anthony, 2h30 après donc la proclamation des estimations, où en est-on? Est-ce que l'ambiance est toujours à la fête, ou est-ce qu'on est un peu déçu de voir que l'estimation diminue? Doucement, mais diminue. L'ambiance, elle est retombée, très clairement, Frédéric, puisque là, les militants sont pratiquement tous partis. Emmanuel Macron est resté longtemps après son discours, et il a fait des selfies, il a serré les mains avec tous les militants qui étaient présents, et puis il s'est éclipsé. Demain, c'est une nouvelle journée de campagne pour lui, avec un premier déplacement dès demain matin. Il se rendra dans les Hauts-de-France, la région justement où vote Marine Le Pen, la finaliste, et où le Front National, le Rassemblement National est très fort. Donc clairement, Emmanuel Macron veut montrer que cette fois-ci, il rentre pleinement dans la campagne, puisqu'on lui a reproché d'avoir fait une non-campagne, une campagne éclair, une campagne où il avait choisi de ne pas débattre face à ses concurrents, ce qui lui avait été reproché. Cette fois-ci, il a clairement évoqué cette perspective du débat avec Marine Le Pen. Donc c'est la réédition pour le moment. J'entendais que vous évoquiez l'écart qui se resserrait avec Jean-Luc Mélenchon, mais pour le moment, les équipes ici se préparent plutôt à la réédition d'un duel avec Marine Le Pen. Ouais, alors l'écart se resserre, particulièrement avec Marine Le Pen, parce que Emmanuel Macron est quand même assez loin devant. Entre Marine Le Pen et oui, bien entendu. Mélenchon. En ce qui concerne donc Jean-Luc Mélenchon, il est actuellement crédité de 22,2%. Aurore Berger, dans son intervention, il y a un peu moins d'une heure maintenant, Emmanuel Macron a remercié Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo pour leur soutien. Il a employé le terme soutien. Est-ce que vous êtes sûr qu'il s'agit de soutien? D'ailleurs, on pourra poser la question à Sandra Rigol. Un soutien à Emmanuel Macron, ou est-ce que c'est juste l'idée de faire barrage à Marine Le Pen? Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Non, mais justement, les mots ont un sens. Non, je pense qu'il y a une différence dans le discours du président de la République, le discours d'Emmanuel Macron ce soir, entre ceux qui clairement ont nommé le candidat et le bulletin dont ils estiment qu'il faut se saisir au second tour et sans ambiguïté. Par rapport à Jean-Luc Mélenchon, qui lui a dit pas une voix pour Le Pen. N'osent pas, ne disent pas, ou qui sont très divisés, comme c'est notamment le cas évidemment au sein des LR, puisque certes la candidate appelle à voter pour Emmanuel Macron, mais elle est immédiatement démentie par d'autres qui, eux, disent qu'il ne faut pas voter pour lui. Mais enfin, c'était elle la candidate, oui, Valérie Pécresse. J'ai pas entendu de voix discordante, en l'espèce, au sein d'Europe Écologie Les Verts, ou au sein du Parti communiste, au sein du Parti socialiste. Donc je pense que le discours du président de la République ce soir, il se doit d'être un discours de rassemblement. Déjà parce qu'il est président de la République, ensuite parce qu'il est en tête du premier tour et qu'il a donc forcément
lui, la responsabilité de mobiliser. Nous avons la responsabilité de mobiliser, de convaincre celles et ceux qui n'ont pas été convaincus au premier tour. Je sais bien qu'au second tour, à un moment, on fait aussi un choix par élimination. Personne ne peut prétendre, quelle que soit d'ailleurs l'élection, quelle qu'en ait été la configuration, que toutes celles et ceux qui ont voté pour eux au second tour aient fait un choix d'adhésion. Il y a les deux. Il y a à la fois un vote de conviction, un vote d'adhésion par rapport au projet qu'on présente aux Français et qui doit continuer, encore une fois, à mobiliser, à convaincre. Il y a encore des Français qui ont des doutes. Et c'est à eux qu'il faut qu'on parle. Ce n'est pas parce qu'il y a des consignes de vote de tel ou tel responsable politique que ça suffit à convaincre les électeurs qui se sont portés sur ces voies-là. Et donc on doit convaincre, typiquement sur la question environnementale. Aujourd'hui, quand vous avez les deux projets mis en regard, celui d'Emmanuel Macron et celui de Marine Le Pen, la seule manière dont Marine Le Pen parle des questions environnementales, c'est de dire qu'elle veut baisser de manière drastique tous les budgets dédiés aux énergies renouvelables. C'est ça, sa manière d'affronter le défi environnemental. Donc je pense que c'est un exemple. La question européenne est un autre exemple, évidemment, de différences flagrantes entre les deux candidats. Sandra Rigol, quand Emmanuel Macron donc, parle du soutien de Yannick Jadot, le terme soutien vous paraît approprié ou il est un petit peu excessif ? C'est un soutien par défaut. C'est un soutien par défaut parce que les écologistes ont une ligne très claire, c'est de ne jamais laisser l'extrême droite progresser. On l'a démontré de multiples fois et en chaque élection, on a pris notre part de responsabilité. Mais ce que je trouve très dommage, c'est que nous assumons une position en tant que responsables politiques qui est de dire, pour empêcher l'extrême droite de gagner, à ce moment-là, il n'y a qu'une seule solution effective, c'est voter Emmanuel Macron. Et qu'en face, il n'y ait pas de réelle écoute de ce qui est demandé. On a l'impression de refaire un peu 2017, où au second tour, Emmanuel Macron a été désigné par défaut face à Marine Le Pen et n'a pas pris compte, en fait, de ce qu'il y avait dans le reste de la société. Quand on voit le rassemblement des forces de gauche qui en avaient assez autour de Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit, il est à un cheveu à cet instant où on se parle du second tour. C'est qu'il y a un ras-le-bol dans la société. Une mèche peut-être. Peut-être une mèche. En tout cas, très peu. En tout cas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut des gages, il faut plus que ça. Alors, vous voyez, je ne conditionne pas notre soutien. Notre soutien, il est franc et direct. Mais les gens qui ont voté pour nous, les gens qui sont sensibles aux causes qui sont les nôtres, ne vont pas de rechef suivre ce qu'on leur dit. Et donc, pour y arriver... Pour arriver à battre Marine Le Pen, eh bien, il va falloir faire un peu plus. Il va falloir, par exemple, essayer de transcrire réellement les demandes de la Convention citoyenne pour le climat. Aujourd'hui, vous disiez, Madame Berger, que le programme d'Emmanuel Macron est beaucoup plus intéressant que celui de Marine Le Pen. Mais si j'en crois les organisations, les associations écologistes, qui ne sont absolument pas politisées et qui ne sont pas à notre solde, j'ai envie de dire, eh bien, elles disent que ces deux programmes sont parmi les pires en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique. Ça, c'est une réalité. Et donc, si vous voulez agir, agissez réellement, traduisez la Convention citoyenne pour le climat, puis agissez pour la démocratie aussi. Appliquez enfin une des promesses du candidat Macron qui était la proportionnelle aux élections. Où est-elle ? Où est ce Big Bang démocratique qui avait été promis et qui aujourd'hui peut-être fait défaut ? Ce vote par défaut, il va falloir l'assumer, il va falloir offrir aux Françaises et aux Français un véritable débouché. Alors justement, la question se tourne vers Aurore Berger. Est-ce que le sujet de la proportionnelle va être, si Emmanuel Macron est élu, parce que d'ailleurs, on a des intentions de vote pour le second tour, donc 54% pour Emmanuel Macron, 46% selon Ipsos Sopra Steria. Donc, si Emmanuel Macron l'emportait, est-ce qu'avec un résultat pareil, le sujet de la proportionnelle, là, pour le coup, devrait vraiment être fait ? Il y a l'enjeu de la proportionnelle. D'ailleurs, il l'a réévoqué dans cette campagne, mais il y a d'autres enjeux. Mais c'est toujours des promesses, on ne fait jamais. Vous vous souvenez quand même du contexte dans lequel nous avons porté à l'Assemblée nationale cette réforme. Et de guérilla parlementaire qui s'est instaurée, avec les LR qui ont très vigoureusement combattu cette réforme, et aussi le Sénat qui promettait que de toute façon, cette réforme n'aboutirait pas. Donc on a eu cette opposition claire, massive, à ce moment-là, qui n'a pas permis d'aller au bout de cette réforme institutionnelle. Et la réforme institutionnelle a été plus large d'ailleurs qu'uniquement la question de l'intégration d'une dose de proportionnelle. Moi, j'y suis favorable. Le président de la République est favorable. Il faut qu'on puisse aller au bout de cette réforme. Je ne suis pas sûre que les LR aient demain peut-être la possibilité d'empêcher, d'ailleurs, on verra dans quelques temps les résultats des élections législatives, mais on risque d'avoir quand même, risque peut-être une chance, mais une recomposition politique beaucoup plus large encore que celle que nous avons connue en 2017, où la principale force d'opposition, c'était les LR à l'Assemblée nationale.
les écologistes n'étaient pas représentés par exemple, j'imagine qu'on risque d'avoir, par cohérence avec le vote qui s'est exprimé aussi au premier tour de cette élection, d'autres choix qui seront faits par les Français. Et c'est aussi ces autres choix qui vont nous permettre, à mon avis, d'aller au bout. Et oui, je pense que cette réforme institutionnelle, ce serait trop simple de penser que la réforme institutionnelle seule suffirait à combler les enjeux démocratiques qui sont les nôtres, le risque de l'abstention ou du désintérêt des Français. Mais évidemment, c'est une pierre essentielle qu'on doit porter.